Salut Rokhaya. Salut Grace. Bienvenue dans cet épisode de Kif Taras en crossover avec Programme B. Et comme d'habitude, on va parler de questions minoritaires, mais aussi de l'actualité. Mon message est le suivant. Si vous avez des questions sur la France, appelez-moi. Je ne sais pas si c'est la profusion d'émissions et de documentaires en hommage au général de Gaulle qui est montée à la tête d'Emmanuel Macron, mais cette phrase qu'on trouve à la toute fin d'un étonnant article du New York Times paru le 15 novembre dernier, elle est riche d'enseignements. Tout l'article, d'ailleurs, qui s'appelle « Macron contre les médias américains » est riche d'enseignements. On y voit détaillé par le menu toutes ces incompréhensions supposées entre nous, la France, et le monde anglo-saxon représenté ici par les journaux. Incompréhension sur la laïcité, sur le racisme, sur la liberté d'expression, sur l'égalitarisme et l'universalisme, incompréhension qui aboutissent à une sanction assez nette qui voudrait que pour l'exécutif, le monde anglo-saxon n'a rien compris à notre modèle républicain. Voire, il se sent plus solidaire avec ceux qui nous attaquent qu'avec nous, qui sommes pourtant ses lointains cousins. Et ces questions, je ne pouvais décemment pas les aborder sans me tourner vers mes camarades et collègues Grace Lee et Rokhaya Diallo du podcast Kif Taras, produit lui aussi par Binge Audio. Parce que ces questions, ces oppositions entre deux modèles supposément irréconciliables, elles y réfléchissent depuis longtemps. Donc j'ai eu envie d'avoir avec elles deux une discussion sur ce côté insupportable que semble avoir pour une certaine partie des dirigeants français le regard de la presse dite anglo-saxonne. Déjà, je trouve ça intéressant de dire presse anglo-saxonne, parce qu'on parle d'organes de presse qui parfois sont issus de pays différents, des États-Unis, de Grande-Bretagne, qui sont des pays qui sont séparés par un océan, dont un a une histoire extrêmement ancienne et une histoire coloniale assez proche de la nôtre finalement, alors que l'autre est un pays qui s'est forgé sur une colonisation. Donc je trouve qu'il y a un amalgame entre deux systèmes de pensée et deux systèmes politiques qui ne sont pas identiques. Et puis il y a un refus en fait d'être observé par des journalistes étrangers qui, pour moi, pointent du doigt des absurdités que nous ne voyons plus tant elles ont été normalisées par un discours en fait culturel qui nous explique que on a une forme de pensée, une organisation politique qui nous est propre. Et je veux dire, la France est quand même le pays du mythe de l'exception culturelle. Et quand on se construit comme étant un pays exceptionnel, eh bien la rhétorique qui consiste à dire que les autres ne peuvent pas nous comprendre tant nous sommes exceptionnels, elle est très très facile à adopter. Moi, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de... On dit souvent que les Français sont arrogants à l'étranger. Et est-ce que cette arrogance, elle vient pas aussi du fait que, là, justement, dans cette situation, on nous dit, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris. Il y a vraiment cette idée que vous ne comprenez pas parce que voilà, vous ne pouvez pas comprendre comment nous sommes la laïcité à la française, l'antiracisme à la française, l'universalisme à la française. Ce sont des concepts qui nous sont propres et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous ne comprenez pas. Donc moi je pense qu'il y a une question d'arrogance aussi de se poser au-dessus des autres, de la France contre le reste du monde et de refuser tout dialogue par rapport à les conceptions françaises, disons qu'elles ne sont pas imperméables, on ne vit pas isolé du monde. Pourquoi est-ce que nos conceptions se dresseraient seules ? Mais surtout quand on a colonisé autant de pays, enfin je veux dire à un moment donné, quand on a été présent sur autant de territoires, la France, elle est autant européenne qu'américaine, qu'africaine, avec Mayotte, la Réunion. Enfin, elle est présente sur 4 continents. Donc comment on peut croire qu'en ayant autant exporté, à la fois exporté entre guillemets, sa culture, sa langue, on ne puisse pas être compris largement, parce qu'en fait cette présence-là, elle est comprise par différentes populations. Et je trouve aussi qu'il y a dans cette idée que selon laquelle on aurait une forme de laïcité spécifique et inexistante ailleurs, c'est juste faux. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui sont laïques. Il y a le Mexique, c'est un pays laïque. Le Japon, c'est un pays laïque. Enfin, on n'est pas le seul pays laïque au monde. Et de continuer à croire qu'on a une forme spécifique de laïcité qui protégerait de manière particulière les religions en France qui n'existeraient pas ailleurs, c'est encore un leurre et c'est encore pour moi de l'ordre de la construction du mythe français. Ce qui, moi, me frappe, et on développera cette idée de laïcité encore après, mais il y a quelque chose auquel j'ai tout de suite pensé en voyant cette réaction de Macron, c'est qu'on pouvait y voir une espèce de cousin, cet argument comme quoi la presse anglo-saxonne ne comprendrait pas la réalité française, une forme de cousin d'un autre argument qu'on entend souvent, c'est que les sujets que notamment un podcast comme Kif Taras porte seraient des importations des États-Unis, de traitements américains, de divisions américaines qui ne seraient pas cohérente avec les divisions françaises. Il y a une forme de parenté qui saute assez vite aux yeux.
C'est du déni, parce que en fait, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les États-Unis ont été fondés par des Européens et que les théories raciales qui ont été développées sur le sol américain ont été produites par des intellectuels européens. Elles ont été énoncées au nom parfois de principes qui ont été dévoyés de textes bibliques. Mais voilà, le principal artisan de la pensée raciale, en tout cas pseudo-scientifique, s'appelle Joseph Arthur de Gobineau. C'était un comte français qui, au XIXe siècle, a élaboré un traité sur l'inégalité des races qui est considéré comme fondateur et qui a inspiré jusqu'aux nazis en Allemagne. Donc cette pensée-là raciale, on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour la trouver. Et puis quand je disais tout à l'heure que la France était américaine, la France est américaine. Je veux dire, on a des territoires qui sont situés sur le sol américain. Donc quand on parle de la Guadeloupe, de la Martinique, on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour parler de la manière dont l'esclavage a structuré des rapports sociaux sur les territoires français. Donc je trouve que quand on dit ça, en fait, on est dans le déni. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est ce refus de notre histoire même contemporaine. On a déjà traité dans Kif Taras la question de la marche pour l'égalité contre le racisme de 1983. Cette marche, en 1983, elle était portée essentiellement par des Français d'origine nord-africaine, qui n'étaient pas noirs pour la plupart. Et bien ces Français-là, à l'époque, invoquaient déjà Martin Luther King, parce qu'on était 20 ans après la marche pour l'égalité contre le racisme. Et bien à l'époque, on ne disait pas vous importez les problématiques étrangères, parce que les Afro-Américains, en réalité, ont toujours été des icônes qui ont inspiré toutes les minorités opprimées dans le monde entier. Donc c'est pas nouveau qu'on regarde en miroir les États-Unis, mais sans qu'on ait besoin d'inventer des problèmes, puisque localement, il y a déjà des questions de racisme. Et je trouve aussi qu'il y a une question très paradoxale dans le fait que la France aime débattre. La France adore débattre. On est quand même les champions du café, des sports. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose où on est fiers de cette culture. Par contre, le dialogue n'est pas possible lorsque on parle de racisme. Soit c'est importé des États-Unis, donc de toute façon, c'est pas de notre faute, on est innocent, ou bien alors, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris. C'est vraiment des manières de mettre fin à toute discussion possible. Et quand on parle de la France, quand Emmanuel Macron parle de la France, j'aimerais savoir de quelle France il parle. Parce que j'aimerais qu'on sonde aussi les Français sur cette question-là. Est-ce que tous les Français sont d'accord sur la question de la laïcité? Est-ce que tous les Français sont d'accord sur la question du multiculturalisme et qui le posent tout le temps à l'universalisme? Est-ce qu'il y a un consensus en France là-dessus? Parce que moi, les personnes que je connais, je ne sais pas, elles sont pas d'accord avec lui, donc c'est vrai, de quelle France parle-t-on et est-ce que cette parole-là représente, nous, les Français, dans notre globalité? Et puis aussi cette manière de dire, les Américains ne comprennent pas la France, mais quand des Français expriment les mêmes idées, en fait, analysent la France au regard des divisions raciales qui ont été produites par notre histoire, et ces Français-là, notamment quand ils ne sont pas blancs, sont accusés de ne pas comprendre leur propre pays au point d'être obligés d'aller chercher des ressources intellectuelles ailleurs. Donc c'est aussi une accusation de nous dire qu'on n'est pas vraiment français, en tout cas pas suffisamment intellectuellement pour comprendre notre pays à partir de nos propres références. Il y a ce réflexe aussi de renvoyer dos à dos, c'est ce que tu disais un peu, Grace, deux modèles qui seraient incompatibles, une forme de color blindness française qui serait une religion blindness aussi, on va dire, un aveuglement laïque qui fait qu'on serait toutes et tous égaux, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau et notre religion aux yeux de la République. Et ce multiculturalisme américain, qu'on appelle aussi communautarisme, souvent quand on veut le critiquer en France, qui vise plutôt à la cohabitation de différentes communautés avec leurs différences. On n'arrive pas à sortir, j'ai l'impression, de ce débat qui me semble, moi, vieux comme le monde. J'ai l'impression de l'entendre depuis que je suis né. Moi, je trouve que c'est un débat qui est assez hypocrite parce que on prétend que la France a été hermétique aux couleurs de peau, aux conditions minoritaires, mais il y a eu une police des Noirs dans le passé français qui régissait, en fait, d'ailleurs, tu en as parlé dans le programme B quand tu allais à Bordeaux, qui régissait le statut des Noirs et leur circulation dans l'espace public français. Donc ça veut dire que le droit français reconnaissait, non seulement à travers le code noir qui régissait le statut des esclaves, mais aussi, y compris pour les Noirs qui étaient sur le territoire hexagonal, donc qui régissaient leur mouvement et leur présence. On peut parler aussi du Code de l'indigénat de 1881 qui faisait, d'ailleurs 1881 en Algérie, 1886 pour le reste des colonies, qui distinguait les Français citoyens des sujets des colonies. Donc il y avait deux statuts de Français, donc il y avait une racialisation de la citoyenneté française puisque en fonction du lieu de naissance et des origines, on était Français plus ou moins, et d'ailleurs même en Algérie, on a scindé avec le décret Crémieux le statut de Français musulman avec le statut de Français juif. Donc ça veut dire que la République a été capable de racialiser sa population et que finalement cette
ce communautarisme, il a été créé par la République et qu'il n'était pas la production des minorités. Donc aujourd'hui, on accuse les minorités d'être communautaristes, mais moi je pense qu'on devrait plutôt interroger la faculté qu'a la République à produire de la racialisation. Et quand on voit la manière dont sont constitués les territoires urbains, les banlieues, où on va voir qu'en Seine-Saint-Denis, il y a énormément de personnes issues de minorités et que comme par hasard, en ce moment, ce sont les personnes qui sont le plus affectées par le coronavirus, alors que le département de Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France. Donc théoriquement, ça devrait être des populations moins touchées, mais parce qu'il y a une racialisation spatiale, du marché du travail, etc. etc. Donc c'est une illusion, je trouve, que de nier ces réalités. Et j'ajouterais aussi que la posture française de désigner l'universalisme et de désigner la laïcité, elle est faussement équivalente à une certaine neutralité. C'est-à-dire que quand on parle d'universalisme et quand on parle de laïcité, on se voudrait neutre. Hein. Mais poser l'universalisme à la française ou poser la laïcité à la française, c'est déjà prendre position. C'est-à-dire que personne n'est contre la laïcité. C'est-à-dire que la séparation de l'Église et de l'État, c'est une loi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est établi depuis 1905 en France. Personne n'a voulu remettre ça en question. Par contre, de dire que les usagers du service public doivent rester neutres face à la religion, ça, c'est un dévoiement de cette loi-là. En France, on se voudrait neutre par rapport à ces questions-là, en se posant comme un espèce d'observateur en hauteur. C'est ce que je ressens, moi, quand je lis cette presse française qui critique la presse anglo-saxonne en se disant oui, ils n'ont rien compris. Je me rends compte à quel point on ne voit pas notre position, en fait. C'est-à-dire qu'on se pose comme neutre alors qu'on a déjà pris parti. Et c'est aussi se refuser la richesse d'avoir des observateurs extérieurs qui, justement, ne sont pas issus de la même culture que nous. Et on grandit dans un univers qui est différent, qui n'est pas parfait non plus, qui est traversé d'autres crises, mais qui, du coup, jette un regard qui est forcément neuf et forcément autre sur nos réalités à nous. Et donc, plutôt que d'y voir de la richesse, on y voit un dialogue impossible, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que je trouve intéressant avec les papiers qui ont été produits par le New York Times cette année, notamment autour de l'affaire Gabriel Matzneff. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'une personne étrangère a vu un homme qui avait fait état de ses actes pédocriminels dans ses écrits pendant des décennies, ce qui avait été accepté comme une normalité dans la sphère intellectuelle parisienne. Et lui, venant de l'extérieur, s'est demandé comment ça a pu se produire. Et c'est vraiment une question extrêmement naïve sur une situation qui, en France, en fait, n'interrogeait pas, mais qui, de son point de vue, je crois qu'il est canadien, ce journaliste du New York Times d'origine canadienne, mais en tout cas de son point de vue nord-américain, s'est dit comment se fait-il que ça ait pu se produire. Et en fait, à partir de là, il a mené une enquête qui a créé un bouleversement en France parce qu'elle a interrogé beaucoup plus profondément qu'on aurait pu le faire, parce que nous, on est aussi pétris de ces rapports de force qui jouent parfois en la faveur de personnes qui sont sexistes, qui sont racistes, etc. Et je pense que c'est une richesse. Et d'ailleurs, on ne se prive pas, nous, de commenter à tout va les élections américaines, même quand certaines personnes n'ont jamais mis un seul pied de leur vie aux États-Unis. Donc, je vois pas pourquoi nous, on aurait cette compétence à parler à tout va de Donald Trump, de Joe Biden de manière aussi précise et aussi récurrente, alors que les Américains, eux, ne seraient pas capables, des Américains qui vivent ici, qui ont un bureau ici, tout d'un coup, seraient frappés d'incapacité tant notre complexité française est absolument indécryptable. C'est vrai qu'il y a une contradiction là, le fait que le livre de Vanessa Springora est mis la puce à l'oreille à ce journaliste qui aurait une vision extérieure de l'affaire, alors que toute la France qui a accueilli ce texte vraiment dénonciateur n'est pas tendue d'oreilles plus accentuées. Il a fallu que le scandale vienne de l'extérieur. Et c'est quelque chose qu'on dénonce, parce que quand on dit qu'on importe des choses, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de scandale venu d'ailleurs, mais il a bien fallu ce scandale venu d'ailleurs pour nous mettre le nez dans notre merde. C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, oui, moi, je trouve que ça fait partie d'une contradiction très française aussi, ça, de se regarder le nombril, mais pas voir l'essentiel. Après, je comprends que ce soit humiliant. C'est vrai que, d'autant plus que Emmanuel Macron a beaucoup soigné son image à l'étranger. Il avait cette espèce d'image de président moderne, de président libéral au sens social, c'est-à-dire très ouvert sur les questions de société, etc. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'avec tout ce qui se produit, notamment sa politique suite aux attentats, ça lui donne l'image d'un président complètement engoncé dans des vieux réflexes européens. Donc pour lui, je pense que c'est humiliant. Mais de là à agir pour faire en sorte que des articles soient retirés et répondre à l'article d'une journaliste britannique qui a écrit dans le Financial Times pour parler de la situation des musulmans en France, je trouve que c'est quand même problématique, surtout dans une époque où on ne cesse de brandir la liberté d'expression comme un étendard culturel de la France. L'un des traits saillants de ce dialogue de sourds un peu entre la vision étrangère de ce qui se passe en France et la vision française de ce qu'en disent les Américains notamment, c'est qu'on retrouve cette
opposition entre deux conceptions, là aussi, de la liberté d'expression, de ce que ça veut dire, la liberté d'expression. Je ne sais pas s'il y a une incompréhension indépassable, toi, Rokhaya, notamment, qui connais bien la presse américaine, autour de ce que veut dire ou de ce qu'on met dans ce terme. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est absolue, donc elle n'est pas régie comme en France par des textes qui posent des limites, notamment autour de la question du négationnisme ou de l'incitation à la haine. Et pour autant, il y a une espèce de régulation sociale qui est plus importante. C'est-à-dire qu'il y a une régulation qui est liée au fait que quand on tient des propos problématiques, il peut y avoir une sanction sociale. Donc une sanction qui peut être le boycott, les moqueries, l'humiliation, le fait de perdre éventuellement un emploi sans qu'il y ait de sanctions d'ordre judiciaire, mais vraiment socialement, il y a une réponse. Et en même temps, il y a la question de la responsabilité qui est vraiment beaucoup promue par les gens qui prennent la parole, et notamment du côté progressiste, qui disent que si leur parole peut insuffler des réactions négatives ou violentes, ils préfèrent reconsidérer cette idée. Alors qu'en France, on régule la parole, donc on ne peut pas tenir des propos racistes, homophobes, en théorie, homophobes, sexistes, etc., etc. En tout cas, il y a des lois contre ça, il y a des limites. Et en même temps, on va accepter que des groupes majoritaires, en fait, parlent de manière répétée de groupes minoritaires au nom de la liberté d'expression. Et on va dire que cette liberté-là, finalement, même si elle peut provoquer des tensions extrêmement importantes, elle doit être au-dessus de tout. Et ça, c'est vraiment, effectivement, deux façons de voir les choses qui sont très, très différentes. Et la liberté d'expression, quand elle est exercée par des groupes minoritaires, on parle de censure, on parle de tyrannie des minorités, de dictature des voix des personnes non blanches. Donc c'est assez flagrant aussi là de dire que la liberté d'expression, si elle n'est pas exercée par ceux qui ont l'habitude de l'exercer dans un confort réel, lorsque c'est pas ces personnes-là qui l'exercent, alors c'est vu comme étant une restriction de leur liberté. Et ça, c'est une vision problématique de cette liberté d'expression qui ne bénéficierait qu'à une partie de la population, la majoritaire et la dominante. C'était un épisode des Kif Taras en crossover avec Programme B. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Thomas Rozek. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux pour discuter, pour continuer l'échange avec le hashtag Kif Taras et @Kif Taras sur Instagram.